Vous vous souvenez de ça? Ou encore de ça? À cette époque, les ordinateurs et les débuts d'Internet représentent un univers de possibles à défricher, un territoire nouveau. La navigation était lente, parfois chaotique, mais tout semblait ouvert. Internet ressemblait à un village global à explorer. Énorme changement pour moi, il va venir de l'algorithme qui va favoriser clairement la rétention. Aujourd'hui, le web est dominé par les algorithmes. Nous appartenons tous à des communautés en ligne, à des bulles algorithmiques, et nous pensons tous choisir ce que nous regardons. TikTok décidera ou non de pousser davantage ton contenu. Mais est-ce vraiment le cas? Selon une analyse menée par Global Web Index et relayée par le Financial Times, menée auprès de plus de 250 000 personnes dans 50 pays, le temps passé chaque jour sur les réseaux sociaux a atteint un pic en 2022. Depuis, il recule d'environ 10%, et ce, même chez les plus jeunes générations. Pour la première fois, on observe un plateau dans notre consommation des plateformes. Aujourd'hui, dans ton écran, je reçois Laurent François, spécialiste de l'innovation numérique et de l'influence, auteur du livre « Craquer l'algorithme ». Depuis plus de 20 ans, il analyse la manière dont les plateformes façonnent nos usages. On va parler d'algorithmes, de liens sociaux et de ce que nous pouvons encore choisir d'en faire pour réenchanter nos usages. Alors, pourquoi craquer l'algorithme? Laurent François. Je crois que je suis un des premiers en France, il y a 20 ans, à avoir eu le terme social media dans mon titre, en tout cas. Et ce que j'ai senti, c'est que depuis 20 ans, ce qui me faisait aimer les réseaux sociaux et donc mon métier, était en train de disparaître au profit d'une logique qui me plaisait qu'à moitié, quoi. J'avais l'impression que quelque chose était cassé. Et on le voit tous les jours, il y a une forme de violence qui s'est installée et normalisée. On parle beaucoup du cyberharcèlement, il y a une forme d'incapacité à pouvoir échanger, en ligne sans glisser très vite dans des logiques d'affrontement. Et donc en fait, ce livre, c'était une forme de psychothérapie de groupe, du moins j'espère. D'abord pour moi, mais aussi, je l'espère, pour des lecteurs, afin de tenter, de reprendre le contrôle sur nos vies numériques, en tout cas. Vous écrivez que ce livre retrace les expériences fondatrices qui ont esquissé la sociabilité numérique et ce qu'elle aurait pu être. Alors, il faut que je vous dise, personnellement, j'ai ressenti une forme de nostalgie en vous lisant évoquer les débuts du web, ce territoire à défricher, la frustration d'attendre qu'une simple page charge. Laurent, finalement, est-ce que le web, c'était pas mieux avant? Alors, oui, il y a des aspects qui, en tout cas de terra incognita qui seront jamais sans doute, revivables. Mais je crois pas non plus qu'il faut être trop nostalgique d'une époque qui était déjà, parfaitement, injuste et déséquilibrée. Néanmoins, ce que j'ai en tout cas pu vivre aux prémices du web, c'était une forme de joli bazar dans lequel, il y avait en fait autant d'internautes que de sites web. C'est ça qui était fou, en fait. En 97, par exemple, de mémoire, je crois que sur internet, il y avait environ 80 millions d'utilisateurs, dont la moitié aux États-Unis. Donc quand on compare à 2026, avec les milliards de gens connectés, les millions de vues qui peuvent être faites sur, une seule vidéo à une seconde donnée, ça donne presque l'impression de vide, quoi. Et je pense que c'est important de se remettre ça en contexte. Une fois connecté, vous pouvez trouver des centaines, parfois des centaines de conversations en cours en même temps. Pour obtenir la liste de ces discussions, il suffit de taper /list, puis d'appuyer sur Entrée. La liste apparaît alors ici, dans cette petite fenêtre. Moi, par exemple, je sais qu'il y a un groupe de discussion qui s'appelle TV Show. Se connecter à la fin des années 90, en tout cas pour moi, c'était, toute une aventure. Il faut un PC et les PC coûtent encore assez cher à cette époque. Il faut paramétrer son modem, c'est déjà, assez compliqué en réalité. Il faut ensuite trouver une première adresse web, où se rendre et là commence une forme d'errance de lien en lien, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. En tout cas, il y a une dimension très, très aventurière. Au départ, Internet est un espace presque artisanal, une exploration, un territoire où chaque lien ouvre une nouvelle porte.
On navigue de page en page comme on suivrait un chemin encore incertain. Mais progressivement, les plateformes vont commencer à organiser, hiérarchiser et orienter l'information. Mais pour le moment, retour au Web 1.0. Et à cette époque, on se partage les bonnes adresses dans la vie réelle, un petit peu comme on se refile les bons restaurants ou les bonnes adresses, un petit peu sous le manteau, avec les gens qui méritent finalement qu'on leur partage des conseils. Donc il y a un truc très, très artisanal à cette époque-là, qui est aussi à taille très humaine. Alors je ne sais pas si vous fréquentiez les chatrooms. Mais c'était finalement des salons de conversation à quelques centaines, voire max quelques milliers de personnes. Ça ressemble plus à des cafés d'habitués. On appelle les gens par leur pseudo. Ouais, c'est une ère où la notion de village global de McLuhan fait des gros titres, des magazines, parce qu'il y a réellement ce sentiment de vivre un moment pionnier dans lequel on peut changer la vie. Le danger, ce n'est pas que les machines se mettent à penser comme les humains. Le vrai danger, c'est que les humains finissent par penser comme des machines, sans s'en rendre compte. Marshall McLuhan est un théoricien canadien de la communication, considéré comme l'un des fondateurs des études modernes sur les médias. On lui doit la formule célèbre « The medium is the message ». Le médium est le message. C'est l'idée que les technologies transforment profondément nos manières de penser et de vivre ensemble. C'est un visionnaire. The internet didn't just add information, it changed identity. And AI, it's changing creativity itself. Dans les années 1960, il imagine aussi le concept de village global, un monde où les technologies relient instantanément les individus à l'échelle de la planète. Mais McLuhan n'y voyait pas forcément une utopie. Il alertait déjà sur les risques de surveillance, sur la disparition de l'oubli, et même sur la possibilité de nouvelles tensions entre groupes dans cet espace hyper connecté. Un imaginaire qui éclaire ce que décrit Laurent François lorsqu'il évoque l'espoir des débuts d'Internet. On retourne dans les années 90. Et c'est vrai que ce que vous dites en termes de nostalgie, c'est vrai que je ressentais à cette époque énormément d'espoir. Alors c'était parfaitement non représentatif, hein, mais les premiers internautes, ils ont sans doute un sentiment que tout est possible. C'est quand même une culture du partage de la connaissance. Vous avez le premier wiki qui naît en 95. En 2001, vous avez Wikipédia. Vous avez tout un écosystème où ce qui est valorisé, c'est le lien sortant autant que le lien entrant. Le Graal, c'est le fameux PageRank de Google, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est un algorithme de mesure de l'autorité d'une page web ou d'un site internet. Et concrètement, si vous avez Le Monde ou CNN ou Radio France qui pointent vers votre petit blog, tout d'un coup, celui-ci va prendre un poids monstrueux dans les résultats et exploser en termes de trafic. Et ça, c'est intéressant, cette logique-là, je trouve, qui opérait à l'époque. Ça veut dire qu'on reconnaît que toutes les sources ne sont pas égales et qu'il faut mériter d'être reconnu à un moment donné par un autre être humain qui est lui-même crédible pour hériter à son tour de sa crédibilité. À cette époque, le web fonctionne encore comme un réseau d'exploration. Les internautes naviguent de lien en lien, mais progressivement, les plateformes vont apprendre à organiser l'information et à observer les comportements. L'expérience utilisateur se développe. Effectivement, la vivance, c'est un concept que j'utilise énormément dans mon travail, qui est parti d'une simple observation, il y a plus de 15 ans. J'écrivais à mes petits copains sur MSN et mes petites copines, et quand on écrivait sur MSN, il y avait une forme d'indicateur qui apparaît, qui dit quand votre interlocuteur est en train d'écrire un message, les fameux 3 petits points. Alors c'est un indicateur qui est omniprésent aujourd'hui, sauf que tout d'un coup, il y a 15 ans, je me rends compte que ce qui s'appelle en réalité le Typing Awareness Indicator, qui est une terminologie trouvée par IBM quand ils ont créé en fait cet indicateur, il donne une véritable grammaire des sentiments. Il y a de l'affect, il y a des émotions, il y a un échange rapide et tout d'un coup, la tension peut monter. Vous avez une hésitation dans l'échange, vous le sentez à travers ces 3 petits points, et vous vous mettez à attendre, à espérer. Bref, il y a un moment eureka pour moi, je réalise enfin qu'à travers une technologie,
on se met à créer un espace particulier, un espace qui prend vie et qui vient même amplifier, se substituer ou même représenter ce que nous sommes profondément dans notre intime. Ce que Laurent François appelle la vivance, c'est cette sensation de présence qui se crée dans les espaces numériques. Une conversation, une notification, un statut en ligne, autant de signes minuscules qui donnent l'impression qu'un espace numérique est vivant. Alors rapidement, je découvre les travaux d'une personne qui s'appelle Fanny Georges, qui est maître de conférence, qui a énormément travaillé sur ce qu'elle appelle les indices de vivance, c'est-à-dire toutes ces myriades de fonctionnalités qui permettent de donner vie, de donner chair à nos interactions en ligne. Alors vous avez par exemple des choses très simples comme le petit bouton vert ou orange qu'on retrouve sur les outils collaboratifs pour savoir si vous êtes disponible ou non. Mais pour schématiser en somme ce concept, cette vivance, elle va définir en premier lieu la façon dont on se représente et le pouvoir que nous avons. Alors un compte vérifié sur Insta, c'est une forme de reconnaissance. Sur Discord, en fonction de votre niveau d'activité, vous êtes plus ou moins reconnu. Et du fait de l'influence algorithmique, une fois que vous avez atteint l'un de ces niveaux, eh bien, vous avez ni plus ni moins plus de force, plus d'existence en ligne. Le second, je dirais, territoire de la vivance, c'est qu'elle joue avec votre présence en ligne, à quel point vous êtes accessible ou non, à quel point vous allez être à portée de clic ou non. Et puis enfin, la vivance, elle joue avec vos activités. Quand sur Instagram, vous partagez dans un statut la musique que vous êtes en train d'écouter, ça en dit long sur votre mood, votre état d'esprit, c'est peut-être un langage codé pour votre crush. Donc la vivance, elle prouve qu'on a une identité à quasi 2 étages. Il y a une identité vécue et puis une identité algorithmée. Et c'est cette identité algorithmée qui finit par rétroagir sur la vécue. On s'ajuste à ce qui nous rend visible, désirable, peut-être recommandable. Et autrement dit, on ne se contente plus d'être, on apprend à apparaître dans le système. Et il y a des tonnes d'exemples, mais le simple statut vu sur un message Insta ou WhatsApp, ça crée une dette sociale, par exemple. Donc la vivance, c'est cet espace, cette espèce d'énergie qui se crée à la fois de nos échanges bien humains et via, on va dire, une logique algorithmique qui l'amplifie et lui donne corps. Toujours sur l'histoire du web, le début des années 2000, je ne sais pas si on peut dire que ça ressemble à un âge d'or, parce qu'on a les contenus qui deviennent nomades, YouTube apparaît, les plateformes émergent. Est-ce que c'est pas la fin d'une certaine innocence du web ? Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que le web dit 2.0, comme on dit à l'époque, il sépare pour la première fois le contenu et le contenant. Vous avez raison. Avant, ce que vous pouvez consulter à l'écran était hébergé et accessible à un seul endroit. Et puis techniquement, très rapidement, se créent des protocoles, des moyens techniques, afin de pouvoir faire vivre un contenu bien au-delà d'une seule adresse. Donc l'exemple type, c'est quand vous pouvez intégrer une vidéo YouTube sur votre blog, ou quand vous pouvez agréger des milliers et des milliers de flux dans un agrégateur comme à l'époque Google Reader ou Feedly aujourd'hui. Donc en somme, l'information, elle vient à vous au début, alors elle vient à vous et sous la forme que vous préférez. Donc ça, c'est plutôt vertueux. Avec le web 1.0, les informations publiées étaient statiques, sans aucune possibilité de partage ni de commentaire. Avec le web 2.0, pour la première fois, l'information ne dépend plus seulement d'un site ou d'une page web. Elle circule, elle se diffuse, elle s'agrège. C'est le web social où progressivement les plateformes deviennent les nouveaux centres de gravité du web et nos comportements sur ces plateformes sont observés. Mais du fait de l'économie des plateformes, qui repose surtout sur la vente de notre attention, ce qui était censé faciliter et ouvrir notre compréhension du monde, moi je trouve que ça a rapidement tendance, au contraire, à la miniaturiser à outrance. Alors pourquoi ? Parce qu'avant, on a du choix actif. C'est l'utilisateur qui paramètre, qui intègre, qui choisit en conscience son contenu. Puis, ce qu'on constate, c'est que ces choix disparaissent au profit d'un ciblage de plus en plus prédictif, toujours plus fin, qui se base sur un profilage attentionnel, sur un monitoring de toutes les micro-interactions que nous avons, sur des tas de signaux faibles qu'on laisse sans même s'en rendre compte. Et donc, d'un point de vue conceptuel, l'audience, elle est plus agrégée autour d'un contenu. C'est le contenu qui est ajusté à chaque audience.
Et c'est là qu'on peut parler d'influence algorithmique ou d'algofluence, justement. Il y a une forme d'automatisation du tri cognitif. Le scrolling de flux semble remplacer une grande partie de la navigation. Et pour les créateurs de contenu, c'est même un vrai sujet. On peut même les nommer opérateurs d'influence maintenant, parce qu'ils ont moins de contrôle sur la diffusion de leur propre contenu. Ils ont plus de travail à faire pour être compatibles algorithmiquement. Tu crois que l'algorithme est contre toi? En réalité, ta vidéo passe un test. Pourquoi certaines de tes vidéos cartonnent et d'autres pas du tout? Si tu veux voir ça dès que tu ouvres TikTok, je vais t'expliquer comment devenir viral. Et puis en fait, le contenu du créateur devient une sorte de matière première. Et tout ça est assez dangereux parce que la priorité est quand même donnée plutôt au format, au rythme, aux microstimulations, plutôt qu'au message lui-même. Et donc l'algofluence, c'est le passage d'une influence qui est basée plutôt sur peut-être la créativité humaine vers une influence qui est pilotée par des données, où le succès, il va dépendre de la capacité d'un individu à devenir, d'une certaine façon, le meilleur employé d'un algorithme, quoi. Et donc, si je devais résumer à outrance, mais vraiment à outrance, avant, il y a une logique de navigation, a.k.a. je vais quelque part. Après, on passe sur une logique, on va dire, d'alimentation et de curation, c'est-à-dire l'information vient à moi. Et puis ensuite, on est passé dans une logique de prescription terrible, où ça vient à moi et en même temps, ça me façonne. Si les plateformes organisent aujourd'hui ce que nous voyons, elles observent aussi tout ce que nous faisons. Derrière chaque scroll, chaque clic, chaque like se construit une immense base de données sur nos comportements. Le lien social, autrefois au cœur des réseaux, devient progressivement une ressource à analyser et à exploiter. Vous évoquez le passage du lien social comme finalité à un lien social transactionnel. Autrement dit, à partir de quand on commence à étudier, mesurer, exploiter nos comportements, les comportements des utilisateurs? Je pense qu'il y a quand même un moment marquant qui est le scandale Cambridge Analytica lors des années 2010. Parce que ce scandale, il a quand même montré qu'on pouvait déduire des traits de personnalité, de peur, de préférences, enfin des choses extrêmement intimes, à partir de comportements triviaux. Et qu'une plateforme sociale, elle pouvait devenir un terrain d'opération, alors évidemment publicitaire, mais aussi politique et idéologique, quoi. Donc pour rappel, peut-être, sur Cambridge Analytica, vous avez, courant 2010, entre 2010 et 2015 en gros, des millions de gens qui jouent avec des applications de quiz sur Facebook. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des espèces de mini-jeux, vous les installez, vous ne savez pas trop où ça va, mais en tout cas, ça semble assez rigolo et naïf, pour utiliser votre terme. Sauf qu'en acceptant les terms and conditions, ces petites applis, ces petits jeux donnent accès à une myriade de données à Cambridge Analytica, nos amis, nos centres d'intérêt, où est-ce qu'on habite, ce qu'on a liké, y compris les choses qu'on a likées il y a plusieurs années, etc., etc. Et à partir de là, la firme se met à les regrouper dans des profils psychographiques suffisamment fins pour ensuite les segmenter entre différentes catégories d'électeurs. Pour la première fois, l'ampleur du pouvoir des données personnelles devient visible. Les comportements numériques peuvent être analysés et utilisés pour influencer des décisions politiques. Vous avez je ne les connais plus par cœur, mais vous avez les persuadables, vous avez les indécis, vous avez les abstentionnistes potentiels. Et de là, Cambridge Analytica vous vend des recommandations de micro-ciblage publicitaire qui sont potentiellement hyper utiles dans des circonscriptions où une élection se joue à quelques pourcents, et ce qui est quand même très souvent le cas aux États-Unis. Donc, tout ça de façon non consciente et non consentie, évidemment. Bon, mais si on saute 15 ans plus tard, on se rend compte que Cambridge Analytica, c'est presque un niveau d'école maternelle par rapport à ce que les algorithmes sont désormais capables de faire. Et aujourd'hui, la rupture, ce n'est plus seulement, je crois, la donnée, c'est la capacité à modifier les comportements en continu, de manière sérielle, par design, à travers des recommandations, des boucles d'engagement, des tests permanents, des optimisations à l'échelle, qui, n'ont de cesse de nous mettre dans des univers finalement de plus en plus fermés et dans lesquels on n'arrive plus vraiment à s'extirper. On peut dire, on est dans l'ère des algorithmes qui prennent une importance telle qu'ils commencent même à influencer nos habitudes.
Ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est-à-dire, alors c'est évidemment très difficile à mesurer et avoir des réponses exactes sur, tous les comportements et tous les sujets. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que le système est toujours à peu près le même, quel que soit le domaine. Au départ, on a une masse de contenu qui, compresse des idées politiques ou morales en signes. Donc ça peut être à travers une phrase, une image, un son. Et puis à force d'usage, il y a une sorte de ce qu'on appelle de vibe, pour utiliser un mot à la mode, qui se crée, une forme d'essaim culturel qui se forme sans d'ailleurs qu'on soit tout à fait au courant de qu'on le vit en réalité. Moi j'aime bien l'exemple des pranks, vous savez, qu'on voit partout sur TikTok avec des lunettes IA connectées. Avec des jeunes, voilà, et puis il y a plein de pranks où, des garçons vont voir, des jeunes qu'on imagine, de cité ou de banlieue, qui commencent avec la question: «Ça Ça vient vient d'où?» d'où? Ça vient d'où, mon ref? Montreuil. Ah ouais, c'est toi, j'ai des gros pépins à Montreuil, mon ref, moi. Bon, bah, en fait, ce qui est assez, terrible, c'est qu'une fois que cette compression est opérée, il y a un désancrage. C'est-à-dire que le signe quitte son contexte politique, originel pour entrer dans des univers beaucoup plus, mainstream, beaucoup plus pop culture. On pense par exemple à la myriade de mèmes, de gifs qui sont utilisés dans les commentaires. Et puis une fois qu'il y a eu compression, désancrage, il y a ensuite réancrage. C'est-à-dire que le signe revient chargé socialement ou politiquement. On lui donne un sens, plus précis qu'on associe à une identité ou à un camp. Ça, les amis, ça ne se date pas. Parce que toi, tu as envie des fois un petit peu de la faire évoluer. Moins tu investis, plus elle investit. Et par exemple, les masculinistes, ils en usent et en abusent, de ces codes, pour justement réussir à créer des moods, à créer des vibes qui ont l'air, innocentes, sauf que progressivement, elles créent du consentement à certaines valeurs, sociétales ou sociales qui sont plutôt évidemment, très toxiques. Sur les plateformes, les idées ne passent pas forcément par des discours. Elles passent par des codes que les masculinistes maîtrisent très bien. La vibe, le personnage solitaire, Patrick Bateman, Thomas Shelby, Ryan Gosling dans Drive, de l'esthétique Jim Bro à la Black Pill esthétique, on joue sur des ambiances performance physique discipline ou au contraire images sombres et musique triste. Et puis des phrases. 3 qualités essentielles pour devenir un homme de valeur. Les gagnants ne passent pas leur temps à geindre. Concentre-toi sur toi, pas sur les femmes. Des signes très simples qui circulent partout dans les flux. Et à force d'être répétés, ces références deviennent des codes. Dans la vie, il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Thomas Shelby n'a jamais été de ceux qui se plaignent. Des signes qui permettent de reconnaître une vision du monde ou un camp. Les algorithmes favorisent les émotions fortes et les formats courts, ce qui permet à ces formats de prospérer sur TikTok et YouTube. Donc les algorithmes, ils n'agissent pas seuls non plus, hein, évidemment qu'il y a des gens derrière. Donc il faut aussi mettre en miroir de ces algorithmes le rôle très très important des community managers ou des activistes qui vont venir renforcer l'influence algorithmique. Alors je prends souvent l'exemple des pro-ANA, des pro-anorexie. J'ai envie de dire malheureusement. Vous avez un travail très très fort qui est mené par les activistes les plus extrêmes de ces communautés pour d'abord détecter des jeunes garçons ou des jeunes filles qui sont, on va dire, potentiellement des bons clients pour des messages pro-ANA. Ils vont commencer à suivre ces personnes-là, commencer à liker ou à supporter des contenus qui prouvent qui prouvent un effort par rapport à une atteinte de maigreur, peut-être. Et puis petit à petit, quand ils sentent que ça prend du côté de la jeune fille ou du jeune garçon, ils vont s'immiscer peut-être dans les messages privés, créer des formes de solidarité et de connivence sociale un peu plus cachées. Et puis quand ils sont un peu plus à l'aise, ils vont suggérer à la personne de rejoindre pour le coup des groupes pro-ANA bien identifiés, qui sont du coup derrière des barrières via des messageries instantanées sur lesquelles on n'a plus vraiment de contrôle, pour du coup continuer à, d'une certaine manière, endoctriner toujours plus fortement les personnes qu'ils ont réussi à recruter. Donc ça, on le voit évidemment dans des secteurs comme les pro-ANA, on le voit dans des domaines d'extrémisme ou de radicalisme, et c'est vrai que du coup, il y a cette espèce de jeu assez cynique entre ce que les algorithmes vont permettre en termes de
distribution et de diffusion et de maintien de biais. Et du coup, le rôle, pour le coup, des humains, afin non seulement d'industrialiser leur force de frappe, mais du coup, continuer à avoir une capacité de manipulation de plus en plus, on va dire, sophistiquée. Des algorithmes capables d'observer, d'analyser et parfois d'influencer nos comportements. Mais alors, sommes-nous condamnés à rester prisonniers de ces bulles ? C'est ce que nous allons explorer dans la deuxième partie de cet entretien avec Laurent François, auteur de Craquer l'algorithme. C'était dans ton écran. N'oubliez pas de questionner ce qui passe sur vos écrans. À très vite.